6 civils camerounais ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans l'extrême nord du pays au cours d'une attaque imputée aux djihadistes nigérians de Boko Haram. Les tensions s'intensifient au sein du parti au pouvoir en Afrique du Sud. Les embrouilles empirent entre opposants et partisans du président Jacob Zuma, très controversés. L'impatience de la communauté internationale à l'égard des différents acteurs du conflit sud-soudanais ne cesse de croître. Une nouvelle série de discussions pour ramener la paix a été lancée lundi en Éthiopie. Nous sommes le 6 février. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. 6 civils camerounais ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans l'extrême nord du pays au cours d'une attaque imputée aux djihadistes nigérians de Boko Haram. Boko Haram a attaqué autour de 23 h le petit village de Itawa dans le canton de Tourou, a indiqué à l'agence France Presse une autorité jointe dans la zone. 6 personnes ont été tuées et des assaillants ont brûlé plus de 100 maisons, a ajouté cette source s'exprima sous couvert d'anonymat. L'attaque et son bilan ont été confirmés après à l'agence France Presse par une source sécuritaire nigériane. L'armée camerounaise est déployée dans la région de l'extrême nord du Cameroun pour lutter contre les incursions depuis le Nigeria des combattants du groupe nigérian Boko Haram. On poursuit cette édition. Les tensions s'intensifient au sein du parti au pouvoir en Afrique du Sud. Les embrouilles empirent entre opposants et partisans du président Jacob Zuma, très controversé. Reportage. Pro et anti-Zuma ont manifesté devant le siège de l'ANC lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a même été enregistré un bref échange musclé qui a opposé les deux camps. En effet, le parti au pouvoir en Afrique du Sud s'est réuni lundi en urgence pour tenter de trancher la question du départ anticipé de Jacob Zuma. Ce, à 3 jours d'un discours important qu'il doit prononcer devant le Parlement. Nous ne sommes pas contre les manifestants, mais ils doivent aller au siège du gouvernement sud-africain à Pretoria. Ils ont un problème avec le président du pays, parce que nous, à l'ANC, nous avons un président de l'ANC, c'est Cyril Ramaphosa. Nous n'attendons pas de problème et nous dirons qu'ils doivent bien se comporter aussi, parce que c'est la base et on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne nous provoquer ici. Si on en arrive là, nous défendrons le siège de l'ANC et ses dirigeants, s'il le faut, au prix de nos vies. Nous sommes prêts à le faire, parce que si vous nous attaquez ici, à quoi vous attendez-vous ? Le temps presse pour l'ANC, qui veut éviter la débâcle aux élections générales de 2019. Le second mandat de Jacob Zuma n'expire qu'en 2019, mais la pression n'a jamais été aussi forte pour qu'il l'abrège, tant dans l'opposition que dans son parti. Les alliés du président estiment qu'il doit terminer son mandat. Une nouvelle série de discussions pour ramener la paix au Soudan du Sud, en guerre civile depuis plus de 4 ans, a été lancée lundi en Éthiopie, alors que l'impatience de la communauté internationale à l'égard des différents acteurs du conflit ne cesse de croître. Plus de précision à travers cet élément. Vous avez eu de nombreuses opportunités de changer de direction. Vous avez à chaque fois échoué à le faire, a déclaré à l'attention des délégués sud-soudanais Workney Gebeyehu, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, à l'ouverture à Addis Abeba de ces nouveaux pourparlers de paix supervisés par l'organisation régionale IGAD. C'est réellement la dernière chance pour vous d'accepter vos responsabilités et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Soudan du Sud connaisse la paix et la prospérité, a ajouté Workney, qui est aussi président du Conseil des ministres de l'IGAD. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Depuis, de nombreux
cessez-le-feu ont été signés sans jamais être respectés. Le dernier en date avait été signé le 24 décembre à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD. Il avait été pourtant violé dès son entrée en vigueur. Les partenaires internationaux du Soudan du Sud ont manifesté de plus en plus ouvertement ces dernières semaines leur agacement à l'égard des dirigeants sud-soudanais. La semaine dernière, les États-Unis ont décidé de restreindre les transferts d'armes vers le Soudan du Sud. Quelques jours plus tôt, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait estimé que le moment était venu d'imposer des sanctions contre ceux qui entravent les efforts de paix dans le pays. L'Ouganda a annoncé lundi une enquête sur des allégations de fraude massive liées à l'aide humanitaire. Par ailleurs, l'ONU ayant également alerté les autorités sur des accusations de trafic d'êtres humains dans les camps de réfugiés dans ce pays. Reportage. Le bureau du Premier ministre a reçu des informations alléguant des actes de mauvaise gestion de fonds et d'autres ressources destinés aux réfugiés et aux communautés accueillies dans le pays, a indiqué Moussa Ekwerou, ministre d'État notamment en charge des questions liées aux réfugiés, dans un communiqué. Le gouvernement a pris des mesures pour enquêter sur ces informations en vue d'agir à l'encontre des coupables s'il y en a, a ajouté la même source, assurant travailler à cet égard en collaboration avec l'ONU. Interrogés, des responsables d'ONG ont indiqué soupçonner depuis plusieurs années que les chiffres officiels sur le nombre de réfugiés en Ouganda ont été gonflés artificiellement, notamment dans le but de détourner massivement des fonds et autres ressources humanitaires. L'Ouganda, un des pays les plus pauvres au monde, est depuis longtemps considéré comme l'un de ceux offrant l'environnement le plus favorable aux réfugiés. Officiellement, il accueille 1,4 million de réfugiés, dont environ 1 million de Sud-Soudanais. Selon des sources diplomatiques, au moins un important donateur a suspendu, à la lumière de ces allégations, la majeure partie de l'aide humanitaire qu'il fournit dans l'attente de la mise en place d'un système d'identification biométrique des réfugiés. La coordinatrice résidente de l'ONU en Ouganda a précisé qu'un audit interne était en cours au sein du Programme alimentaire mondial et de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés en Ouganda en lien avec les allégations de corruption et de fraude. L'annonce de l'ouverture de l'enquête fait suite à l'envoi d'un courrier au bureau du Premier ministre le 26 janvier. Le dit courrier s'inquiétait auprès des autorités ougandaises d'allégations allant de la corruption à la fraude en passant par le trafic de femmes et filles ainsi que par l'intimidation et le harcèlement du personnel de l'ONU. Parlons changement climatique. À présent, un peu de répit pour une frange de la population sud-africaine. Les autorités de la mégapole du Cap ont annoncé ce lundi avoir reculé d'un mois au 11 mai pour être plus précis, le très redouté jour zéro où les robinets pourraient être à sec. Plus de précision, c'est à travers ce reportage. Les autorités de la mégapole du Cap, victimes d'une sécheresse historique qui menace la distribution en eau potable, ont annoncé avoir reculé d'un mois le redouté jour zéro. Le jour où nous pourrions être contraints de faire la queue pour être ravitaillés en eau devrait être repoussé à la mi-mai à cause d'une baisse de la consommation d'eau pour l'agriculture, s'est réjoui le maire adjoint du Cap. Mais les Capetoniens doivent continuer à réduire leur consommation si l'on veut éviter le jour zéro, s'est-il empressé d'ajouter dans un communiqué. La date du jour zéro varie plusieurs fois par semaine en fonction des efforts réalisés par les 4 millions d'habitants de la deuxième ville d'Afrique du Sud, très prisé des touristes. Il avait été fixé la semaine dernière au 16 avril. La consommation quotidienne d'eau potable de l'agglomération du Cap a été drastiquement réduite ces dernières semaines, mais elle dépasse encore largement la barre des 450 millions de litres par jour qui éviterait l'épuisement de ses réserves. La semaine dernière, elle atteignait encore 547 millions de litres. Et si le jour zéro se produit, les habitants du Cap devront se ravitailler à 200 points de collecte d'eau où ils recevront un maximum de 25 litres par jour et par personne. Toute l'Afrique australe a subi ces dernières années une forte sécheresse aggravée par le phénomène météorologique cyclique El Niño. Les pluies des derniers mois ont permis à l'essentiel de la région de refaire ses précieuses réserves d'eau. La région du Cap a toutefois fait exception, elle qui reçoit l'essentiel de ses précipitations de mai à août. Assassinat dimanche à Nairobi, au Kenya, du chercheur américain Esmond Martin. Cette figure mondialement reconnue de la lutte contre le trafic d'ivoire a été tuée dimanche dans sa maison.
Il s'agit d'un enquêteur d'ivoire de renommée mondiale. Ses rapports détaillés ont contribué à la lutte contre le braconnage des éléphants ainsi que le commerce illégal d'espèces sauvages. Esmond Martin, alors âgé de 75 ans, est mort après avoir été poignardé à son domicile dans la banlieue de Nairobi. Cet Américain qui a vécu au Kenya pendant des décennies s'est concentré sur la fin de la chaîne d'approvisionnement illégale en ivoire. Il a passé son temps à décrire, quantifier et analyser les marchés asiatiques de l'ivoire en Chine, à Hong Kong, au Vietnam, au Laos et ailleurs. Ces recherches révolutionnaires ont contribué à la décision de la Chine de fermer ses marchés légaux de l'ivoire l'an dernier. Le braconnage a tué environ 110 000 éléphants au cours de la dernière décennie. Les chiffres les plus récents pour 2016 montrent que le marché illégal de l'ivoire continue de prospérer avec des saisies records d'ivoire malgré une baisse du braconnage. La justice sud-coréenne a confirmé lundi la condamnation pour corruption de l'héritier de l'Empire Samsung. Aussi a-t-elle ramené en appel sa sanction à une peine d'emprisonnement avec sursis et ordonné sa libération immédiate. Reportage. Vice-président de Samsung Electronics et fils du président du groupe Samsung, Lee Ji-yoon, avait été condamné en août à 5 ans de prison. C'était dans le retentissant scandale à Tiroir. Cette affaire a entraîné la destitution et l'arrestation de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Encore une fois, je suis profondément désolée de ne pas montrer le bon côté à tout le monde. Au cours de l'année passée, j'ai eu du temps précieux pour réfléchir sur moi-même. Je serai plus prudent et ferai de mon mieux. Pour beaucoup d'experts, la décision de la Cour d'appel s'inscrit dans une longue tradition de clémence de la justice à l'égard des dirigeants de Samsung. Lee Ji-yoon fut le premier haut dirigeant de Samsung à dormir derrière les barreaux. Plus de 4 mois que des législatives ont laissé l'Allemagne et sa chancelière Angela Merkel dans l'impasse. Conservateurs et sociaux-démocrates allemands se sont dit confiants lundi pour trouver un accord de coalition gouvernementale. Les négociations marathon du week-end n'ont pas débouché sur un accord entre la CDU-CSU de Angela Merkel et le parti du centre-gauche SPD pour reconduire leur grande coalition sortante, la GroKo. Mais les deux camps se voulaient optimistes après un mois de pourparlers. Deux thèmes chers au SPD continuent de poser problème. Il s'agit de la réforme du système d'assurance santé et l'encadrement des contrats de travail à durée déterminée. La volonté est là, je crois, de tous les côtés. Mais les obstacles sont encore grands et c'est pourquoi on se réunit aujourd'hui avec la conviction de vouloir une grande coalition. Et avant tout, en étant conscient de l'énorme tâche qui nous attend. Alors, cela peut réussir aujourd'hui ou devenir difficile à nouveau. Mon impression est que tout le monde fait des efforts. Si cela va marcher, je n'en suis pas sûr. Les conservateurs de Angela Merkel et le SPD de Martin Schulz ont prévu de se retrouver pour un nouveau tour de pourparlers et enfin sortir de l'imbroglio dans lequel l'Allemagne est plongée depuis les législatives de septembre qui n'ont pas dégagé de majorité claire. Les deux camps espéraient à l'origine un contrat de coalition dès dimanche et visent désormais lundi. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.